Moi, mon enjeu, c'est de recommencer tous les 3 mois. Quand tu es CEO d'un startup studio, tu as la chance et la malchance de tous les 3 mois de dire: «Ah, comment on va faire et comment on va pouvoir aider la startup suivante à démarrer le mieux possible?» C'est exponentiellement plus simple de passer une certification quand vous êtes peu, que chaque personne qui rentre ajoute de la complexité et on pourrait même dire de la dette cyber. Bienvenue dans le podcast cyber de TechRox. Je m'appelle Larwa Biri, je suis fondatrice de FR Cyber Wissec et je chante du jazz à mes heures perdues. Bonjour Quentin. Bonjour, Quentin, 43 ans, CTO d'OSS Venture, marié, 2 enfants. Quel parcours pour en arriver là? Écoute, un parcours où j'ai travaillé un petit moment dans une petite boîte de cosmétiques qui s'appelait L'Oréal pendant 10 ans, où j'ai eu la chance d'avoir des super postes, super boîte et j'ai pu en plus, travailler à l'international et j'étais expatrié en Amérique latine pendant 5 ans, 2 ans au Mexique, un superbe pays, 3 ans au Brésil. Pareil, expérience extraordinaire. Je suis rentré au siège, comme on dit et au bout d'un an et demi, je me suis dit: «Tiens, j'ai vraiment envie de rentrer, comprendre ce milieu extraordinaire de l'entrepreneuriat» je suis parti de L'Oréal et j'ai eu, quelques expériences entrepreneuriales dans des startups avant de, en 2019, intégrer le startup studio OSS Venture et je suis le CTO d'OSS Venture. Top, hein. Et si tu devais citer des moments qui ont été clés dans tes choix professionnels, tu parlerais de quoi? Deux moments, un que je viens de citer, mais surtout le premier, c'est, je me suis dit: «Tiens, si j'ai eu l'opportunité d'aller dans un grand groupe», donc j'y suis rentré, grâce notamment à la culture de la boîte et deuxièmement aux opportunités que cela ouvrait. Quand on est dans un grand groupe, si on fait son petit bonhomme de chemin, on a la possibilité de potentiellement d'avoir une très belle carrière, ce que je pense avoir eu chez L'Oréal et la deuxième, comme je l'ai dit, c'est quand j'ai décidé de sortir du milieu corporate, pour intégrer, et comprendre surtout, le milieu entrepreneurial et travailler dans la sphère des startups, parisiennes. Très bien, et c'est quoi pour toi un tech leader? C'est surtout quelqu'un qui est là pour simplifier, enfin du moins dans mon travail, pour simplifier et pour aider, et comprendre le business. C'est-à-dire que son enjeu, c'est de comprendre les enjeux business et d'aller chercher les bons outils, les bons leviers technologiques pour pouvoir accélérer ce business-là et pour ses équipes, c'est quelqu'un qui doit les comprendre, savoir où ils sont forts, savoir où ils le sont un peu moins, les aider à progresser et les mettre dans les meilleures dispositions pour eux et pour faire avancer la boîte. Quelle est la lecture, l'ouvrage qui t'a inspiré, qui soit, voilà, tech ou pas? Je peux en citer 2, un qui intéressant pour moi dernièrement et un qui m'avait plutôt, beaucoup plu à l'époque, qui était, Lean Startup. J'avais beaucoup aimé, l'approche. Alors, c'est un livre, hein, faut pas le prendre, à la lettre, donc il y a des choses à prendre, des choses je trouve un peu moins intéressantes, mais que j'avais beaucoup aimé. Ça m'avait permis un peu de prendre du recul par rapport au monde dans lequel je vivais à l'époque où c'était un monde de projets en cycle en V qui durait des mois et des mois et j'avais beaucoup aimé l'approche, alors j'aime pas tant le mot agile, mais, je pense pas qu'il y ait d'autres mots, mais, le mot agile où on essayait d'avancer, petit pas par petit pas et surtout où la vélocité était, un des axes importants. Le deuxième, c'est un livre que j'ai lu cet été, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Outlive de Peter Attia, qui est un livre qui se focalise sur la longévité et comment vivre mieux, plus longtemps et qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir, être en forme le plus longtemps dans sa vie. Voilà. Très bien, et aussi, il paraît que, voilà, tu as suivi aussi un cours, de, Stanford? Alors, suivi un cours de Stanford. J'ai regardé les vidéos, d'un cours de Stanford qui avait été donné, par, quelqu'un qui est assez à la mode en ce moment, qui est Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui à l'époque était le patron de YC Combinator. Et il a fait un super cours sur l'entrepreneuriat, les startups, où il y avait, chaque semaine, un invité extraordinaire comme Peter Thiel, les patrons de Stripe, les patrons de Airbnb et à chaque fois sur un thème. Donc, ces vidéos se retrouvent sur YouTube. Je pense qu'elles sont toujours aujourd'hui, d'actualité. Elles doivent avoir, un peu moins de 10 ans, mais, vraiment le contenu est juste, incroyable. Et quel tech leader justement connu, aurais-tu, aimé être, pourquoi? Aimer être, je ne sais pas, mais quand j'étais petit, j'avais une certaine, alors je dirais pas passion, mais, admiration pour Bill Gates à l'époque. Alors, je suis né dans les années 80, donc à l'époque, c'était l'homme le plus riche du monde dans les années 90. Je trouvais que son approche et ce qu'il avait réussi à créer, cet empire qu'il a réussi à créer en quelques années, c'était juste, impressionnant. Après, je prends pas mal de recul par rapport à ces gens-là parce que je pense que les sacrifices, qu'ils ont dû, personnels, qu'ils ont dû mettre en place pour en arriver là étaient peut-être beaucoup trop importants par rapport à ce que moi j'aurais envie de faire dans ma vie et potentiellement,
construire ce genre d'empire, on le fait pas sans casser des œufs. Je trouve que c'est des gens très intéressants. Alors, l'idée, c'est pas de s'inspirer, de devenir eux, mais déjà comprendre ce qui les anime et pourquoi ils l'ont fait, c'est, hyper intéressant. Et si on zoome sur, ton poste actuel, entreprise, équipe, stack, culture, enjeux? Bah, en fait, c'est un poste de CTO un peu particulier. Mon but, c'est pas comme d'autres CTO, scaler une équipe, aller le plus vite possible, le mieux possible. Moi, mon enjeu, c'est de recommencer tous les 3 mois. C'est-à-dire quand tu es CTO d'un startup studio, tu as la chance et la malchance de tous les 3 mois de dire: «Ah, maintenant comment on va faire et comment on va pouvoir aider la startup suivante à démarrer le mieux possible?» J'ai une toute petite équipe, hein, on est 3. Notre idée, c'est de pas faire à la place, des start-upers, mais de faire avec et de leur montrer quels seraient les raccourcis et de prendre pour eux toutes les petites décisions qui individuellement sont pas très grandes, mais qui, si on les somme, peuvent prendre énormément de temps et se tromper peut avoir des impacts, assez néfastes pour le futur. Notamment, on choisit la stack de base. On leur dit: «Bah, voilà, on en a choisi un truc, ça marche, il y a tout qui est en place et toi, tu vas te focaliser avec nous à construire, le process, les écrans, les fonctionnalités métiers qui vont être importants pour la startup que tu crées à un moment donné». Donc mon métier, c'est, dans un premier temps, les aider à se lancer, avec, des outils qui ont été éprouvés, qui marchent, qui leur permettront d'aller jusqu'à la série A, série B sans trop de problèmes. Et une fois qu'ils sont sortis du programme et que la startup fonctionne, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner aussi, s'ils ont des questions en mode mentoring et coaching, sur des aspects tech, des aspects management, des fois des aspects business ou positionnement, par rapport à un cofondateur, par rapport à un board, et les accompagner là-dedans, pour qu'ils soient finalement que ce soit pas juste un projet, mais une entreprise, saine et avec les bonnes bases. Intéressant. Alors du coup aussi, tu parlais de, stack commune. Peux-tu, élaborer un peu là-dessus? Alors, c'est un truc qui évolue à chaque fois, mais depuis, 3-4 ans, on a à peu près les mêmes blocs, mais qui évoluent. En gros, on s'est dit, «Tiens, si on devait démarrer quelque chose il y a 4 ans, qu'est-ce qu'on ferait?» Donc on s'était beaucoup appuyé sur Firebase, sur la partie, base de données, authentification, ce qui est une sorte de cloud pour les nuls, j'aime bien le dire parce que c'est généralement ça simple à démarrer. Et après, on a pris Vue.js pour le front-end. On a pris une technologie Node.js pour le back-end, ce qui permet d'avoir, quand on a des gens un peu polyvalents, la même technologie front et back. Alors, c'est pas parfait, mais ça permet souvent d'aller plus vite. GitHub sur la partie, code repository et CI/CD. Donc en fait, quand ils arrivent, ils ont un template où tout est setup, et ça leur permet de se focaliser sur, les fonctionnalités importantes qu'ils doivent développer par rapport à au business model qu'on a décidé d'essayer ensemble. Intéressant. Alors est-ce que voilà, tu peux partager avec nous l'outil ou la routine, indispensable à ton, quotidien? Ça Moi, j'aime beaucoup, justement pour continuer à savoir ce qui se passe un peu dans le monde de la tech qui est en ébullition, en évolution permanente. Je vais beaucoup sur Hacker News, qui est le flux RSS, enfin, ou du moins le flux de news de YC Combinator. Généralement, on regarde la première page et tous les trucs importants sont dessus. Donc, j'y passe, 1 heure par semaine à peu près pour éplucher les articles et voir un peu les choses intéressantes qu'on pourrait utiliser pour la startup suivante ou une startup qui a une problématique, elle ne sait pas comment la résoudre et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a sorti quelque chose ou un article qui permettait finalement de les aider à résoudre leurs problèmes. très bien. Alors quelque chose que tu voudrais faire, mais que tu n'arrives pas à réaliser par faute de temps? Mais j'aimerais bien pouvoir, apprendre une autre langue. J'ai la chance de parler espagnol et portugais puisque j'ai vécu en Amérique latine et anglais et j'ai toujours été attiré par l'Italie, et je me suis toujours dit: «Ouais, cette année, tu vas te mettre à l'italien» et j'ai pas pu. Alors je sais commander un café, je sais commander une glace, ce qui je pense est la chose la plus importante en Italie, Oui, heu léger, ouais. mais je sais pas vraiment, faire plus que ça. Voilà. Très bien. Et alors si tu avais 3 conseils cybersécurité à l'attention de tech leaders qui, comme toi, pilotent des plateformes et des équipes tech? Alors un, c'est important. C'est surtout important pour vous, parce que ça peut mettre en péril votre business, très, très vite et de manière très brutale. Deuxièmement, alors moi j'ai plutôt 2 conseils, c'est de commencer le plus rapidement possible, d'avoir toujours en tête, quand on développe quelque chose sans être, complètement paranoïaque, mais où est-ce qu'on pourrait être attaqué? Mettre en place des routines, ou des scripts qui permettent de détecter des vulnérabilités et les résoudre dès que possible, se tenir à ce genre de process. Et le dernier qui pour moi est souvent contre-intuitif, quand j'en parle, c'est, si vous pouvez passer une certification, faites-le le plus vite possible. Généralement, on lance nos startups quand ils sont moins de 5. Alors on me dit: «Mais oui, mais c'est trop tôt, vous êtes sûr?» Mais en fait oui, parce que c'est exponentiellement plus simple
de passer une certification quand vous êtes peu, que chaque personne qui rentre ajoute de la complexité et on pourrait même dire de la dette cyber. Ah! Franchement, concept, ah oui, vraiment, ça, c'est un concept parce qu'on parle beaucoup de, la dette tech et que, voilà, un CTO comme vous prononce, le mot dette cyber, c'est vraiment très, très fort et alors du coup, en termes d'automatisation, pour toi, enfin, quel est le rôle de l'automatisation, dans tout ce qui est, cybersécurité? Alors un, c'est de donner des données parce que sinon on est aveugle. Notamment, aujourd'hui, on peut dire que 99,9 des startups qui se lancent avec des dépendances qui sont développées en open source par d'autres, soit au niveau du avec Linux, soit au niveau des dépendances que vous utilisez en Python, en Java ou en JavaScript. Donc vous avez besoin de savoir si, une des librairies qui ont été développées par d'autres personnes extrêmement brillantes ont une vulnérabilité. Le fait de monitorer ça, ça vous permet de pouvoir notamment à court terme, travailler sur vos problématiques cyber et techniques. Donc ça, c'est ce qu'on met en place très, très vite. C'est hyper important. Les 2e choses qu'on essaye de mettre en place, c'est des attaques automatiques sur nos serveurs, sur nos endpoints, justement pour vérifier que, on est toujours compatible avec et qu'il n'y a pas une grosse, grosse, grosse faille, qui a été ouverte. Et le dernier point, alors c'est pas tellement automatique, mais, en fait, j'ai la chance d'animer, une communauté de CTO qui ont lancé, des entreprises avec nous et donc, dès qu'on a une boîte qui s'est fait, pentester et qu'on découvre qu'il y a une vulnérabilité quelque part, on la communique aux autres et surtout, on communique la solution. C'est-à-dire, tiens, tiens, on sait comment ça marche chez toi, pour le fixer chez toi, tu dois faire comme ça. Ouvre une pull request, sur GitHub et teste et normalement ça devrait passer sans problème. Oh, tellement inspirant, tellement, voilà, ce côté collaboratif, ce côté partage, que, tu as réussi, à instaurer, au niveau, d'OSS Venture, c'est vraiment, très intéressant. Et alors, est-ce que tu aurais une histoire de fail à partager avec nous? Heureusement, rien de très grave. Des fois, ça peut avoir des conséquences importantes. On a une de nos startups qui, un été, je me rappelle, j'étais au bord de la piscine, avec des potes à côté de Bordeaux et là, tout d'un coup, je vois, que les coûts des serveurs ont été multipliés par, 50 dans la journée et en fait, c'était, apparemment des adresses IP chinoises qui nous attaquaient sur une route de l'API. On a, résolu, dans la journée. Pour rentrer un peu plus dans le détail, c'était que la route s'appelait Auth, donc AUTH comme authentification. Et le fait d'avoir, cette route publique ou entre guillemets, assez commun en termes de nom, il y a pas mal de bots qui vous attaquent comme ça. Donc on a juste changé le nom de la route. On a rajouté des caractères, un peu aléatoires et c'était fini. Voilà. Mais, c'était on a un peu, une petite goutte, dans la journée, au niveau du front quand c'est arrivé. Ah bah, oui, j'imagine bien. Bah, franchement, merci beaucoup Quentin pour, tous ces partages. Merci aux auditeurs pour votre écoute et on vous donne rendez-vous au prochain podcast. À bientôt, au revoir.